week-end à l'Assemblée nationale, on a enfin voté un texte budgétaire. C'est la première fois depuis la dissolution ratée de juin 2024 que l'Assemblée réussit à se mettre d'accord sur un texte budgétaire. 149.3, c'est le pari de Sébastien Lecornu. Une première idée, je commence avec vous, Olivier Babot. Est-ce que le Premier ministre est en passe de réussir son pari ? C'est vrai que c'est inattendu, mais c'est quand même à la fin de la foire qu'on compte les chapeaux vendus. Et donc on n'est pas tout à fait. Il y a élégante de le dire. On n'est pas, voilà, même ça, il y a une version de l'expression, mais on n'est pas du tout à la fin de la foire et on va encore avoir pas mal de rebondissements. En tout cas, c'est une forme de victoire. Il faut jamais sous-estimer la puissance de motivation qui vient de la peur de retourner devant les électeurs chez les députés. Et ça peut leur faire voter des choses tout à fait extraordinaires, ce qui nous donne cet ensemble de budget un peu Frankenstein, on va le passer en revue, qui est hautement irréaliste et dont la vraie question aujourd'hui est de dire est-ce qu'on va de combien dépasser les 5% en fait. Sur le budget de la Sécu, là, vous dites aujourd'hui, Olivier Babot, c'est irréaliste qui a été voté. Non, c'est surtout sur le budget, sur le PLF. Plus budget sur le PLFSS. Mais enfin, ce qui est frappant dans le PLFSS, c'est qu'on a enlevé tout ce qui était censé essayer d'alléger un petit peu la facture. En fait, tous les efforts ont été enlevés. En revanche, tout ce qui est alourdissement sur les grandes entreprises, en particulier, et puis sur les plus riches, mais enfin, les plus riches, ça fait longtemps que c'est plus seulement les 100 millions. Ça, évidemment, ça a été maintenu, sachant que par le système, il faut toujours rappeler que par la magie de l'incidence fiscale, il faut toujours rappeler qu'une taxe sur les grandes entreprises peut tout à fait se retrouver, comme ça arrive très très souvent, en général, sur le consommateur. Sur les plus petites. C'est comme ça que ça marche d'ailleurs. Mathieu, je me tourne vers vous, le grand spécialiste des finances publiques. Qu'est-ce que vous retenez de la lecture de la partie recettes du budget de la sécurité sociale ? Est-ce qu'on est parti dans le décor ou est-ce que finalement la copie est sérieuse pas la copie du gouvernement raisonnable ? Bon, effectivement, ça sera à la fin de la foire qu'on compte sur les chapeaux, sur les bouses, mais il faudra compter quelque chose. Pour le moment, tout ça est assez peu lisible. C'est vrai qu'on a été plutôt surpris. D'abord, ça a été adopté. C'est pas du tout les mesures qui étaient prévues dans le PLFSS du côté des recettes. En réalité, il y aura une taxe sur les mutuelles, il y aura une contribution sur les tickets restaurants aussi. Tout ça a volé en éclats et remplacé par une hausse de la CSG sur les revenus financiers. 2,7 milliards d'euros pour financer la suspension de la réforme des retraites qui va coûter 3 milliards. Voilà, et la suspension qui monte en charge, la suspension de la réforme des retraites sur 2026 et après 2027. Là, on n'a pas eu encore le bloc aussi de la discussion du côté de la dépense, même si bien sûr il y a des pistes. C'est là-dessus. C'est là-dessus que ça se joue. 730 milliards d'euros, je rappelle, c'est le gros morceau de la dépense publique. C'est le gros morceau de la dépense publique et on voit bien qu'il y a des engagements, enfin en tout cas des formes de renoncement sur un certain nombre de mesures. Notamment, il y avait la question de l'année blanche. Oui. Sur les minima sociaux, le gel des retraites. Sur les retraites, qui devaient rapporter entre tout ça 3 et 4 milliards, qui a priori ne seraient pas appliqués. On n'a pas encore le détail. Il y a la question des franchises médicales, qui est un débat important, qui doit rapporter plus de 2 milliards, qui aussi est un point de frottement assez important. Donc voilà, c'est pas d'effort, voilà, en gros, la partie recettes, il y a des recettes qui sont tombées à l'eau, d'autres qui ont apparu, et voilà, c'est plutôt les revenus financiers qui sont mis à contribution par rapport à ce qui était prévu. Et après, dans la partie dépenses, on voit pas bien où vont se faire les économies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu les grosses mesures semblent ne pas passer et avec un risque de censure, on voit bien que c'est la fiscalité qui va être le levier d'ajustement. C'est un peu comme ça qu'on termine à chaque fois, André, non ? C'est toujours plus d'impôts et dès qu'il faut faire un peu d'efforts en dépenses, quelques économies, c'est toujours très compliqué. Oui, on a l'impression, en plus, les hypothèses de départ sont, comme toujours, quand même assez favorables. On mise sur une hausse de la masse salariale, on mise sur une croissance assez favorable. Donc, ça, c'est sûr, ça part toujours du même côté. Il y a une chose que je voudrais rajouter à ce qu'a dit Mathieu, à ce qu'ont dit Mathieu et Olivier, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Quand on voit ce qui se passe sur la partie recettes, notamment dans les pays nordiques ou même en Allemagne, qui n'est pas normalement connu pour être extrêmement créatif sur l'aspect fiscal, il commence à y avoir des sujets sur la taxation de la robotisation. On parle beaucoup de PLFSS, donc tout ce qui est santé prédictive, santé préventive. Là, on est resté, j'ai l'impression qu'on taxe 2023
pour préparer 2030. C'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'innovation, pas beaucoup de créativité. Et y compris d'innovation fiscale, vous dites. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver de nouvelles assiettes pour créer de nouvelles recettes. Oui, et pour encourager justement ce passage à une santé qui va nous coûter quand même normalement beaucoup moins cher si on est beaucoup plus dans la prévention que si on fait ce qu'on fait depuis 60 ans, mais quand on avait quand même un rapport de population en bonne santé versus population moins en bonne santé qu'aujourd'hui, on a très très peu de créativité. Donc on a vraiment l'impression aujourd'hui que quand même la représentation nationale, elle est restée scotchée au XXe siècle, même dans sa manière de penser. Un débat budgétaire d'un autre siècle, c'est l'impression que ça vous a donné. Je rebondis Ludovic de Sauté sur aussi. Ce que dit André, on est en plein dedans. C'est-à-dire, c'est à la fois, on sait que ce budget depuis le début manque de souffle, très clairement. Enfin, ce que disait Olivier tout à l'heure. Il faut mettre tout le monde d'accord. En même temps, c'est compliqué. C'est un plus petit commun dénominateur. L'art du compromis fait qu'aujourd'hui, en termes d'élan politique, de choix et tout ça, et ce manque d'innovation, il est patent. Je vais donner un exemple. En ce moment, il y a un débat budgétaire qui est assez aigu au Royaume-Uni sur le gouvernement Starmer, qui est très très compliqué. Oui. Où ils mettent sur la table des éléments sur lesquels nous on se saisit pas, là, notamment par exemple la taxe kilométrique sur les voitures électriques. Oui. En gros, il y a un énorme manque à gagner du fait de la baisse des recettes sur l'essence, ce qui est un enjeu extrêmement énorme. Vous parliez tout à l'heure, André, de tout ce qui était prévention en matière médicale, en termes sanitaires et autres. Aujourd'hui, il n'y a plus d'impulsion. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des accords politiques pour prolonger. Là, l'enjeu, c'était que le texte ne reparte pas dans sa version initiale au Sénat. Oui. Point. C'est ça qui a été contourné. Mais à la fin, franchement, c'est même pas du Frankenstein. C'est du confetti qui a été rapiécé. Là, en fait, c'est un budget qui a ni orientation, ni dynamique, ni d'élan pour l'économie pour l'année prochaine. Oui, ce qu'il y a, c'est un gros manque de cap en réalité, mais qu'on n'aura pas tant qu'on aura une assemblée morcelée comme on l'a aujourd'hui. Oui, puis il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, mais c'est un budget de déni, en fait, complètement. C'est-à-dire que c'est un budget qui fait comme si notre problème, c'était qu'on n'avait pas assez de recettes, alors qu'en fait, c'est un problème de dépenses. Comme si on n'était pas un pays vieillissant qui doit absolument, pour arriver à survivre, trouver un moyen d'augmenter la quantité de travail par rapport au nombre d'inactifs dont on sait qu'il va augmenter. Un pays qui est obligé de se transformer dans la façon dont il appréhende la santé, comme la maladie est effectivement une grande partie, et qu'on ne peut pas juste décider chaque année avec l'ONDAM du nombre de gens qui ont le droit d'être malades chaque année, ce qui est probablement quelque chose qui marche mal. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir le courage de tout repenser. On sait que la prévention, c'est extrêmement puissant si on la fait bien. 1 euro dépensé aujourd'hui, ça peut être 10 euros, 100 euros qu'on n'a pas à dépenser demain, mais ça veut dire aussi remettre en cause pas mal de sujets. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une logique de survie politique pour les groupes, une logique effectivement de politique à la petite semaine. On n'a aucune capacité à donner un cap, à donner une vision, à transformer quoi que ce soit. Il faut quand même rappeler que théoriquement, le budget, c'est un peu une formalité. Chaque année, on doit voter le budget, mais normalement, ça ne devrait pas être l'enjeu du siècle. C'est la mise en musique de politique publique, voilà, quand même. Ça donne un cap sur l'orientation politique d'un pays. Et après, le Parlement est censé travailler toute l'année pour faire évoluer les choses. Là, c'est zéro. C'est-à-dire qu'on va juste être capable, peut-être, exsangue, d'arriver à faire un budget qui est en plus totalement délirant et qui, je termine là-dessus, je crois que c'est l'expression de Moscovici, mais il avait tout à fait raison. En fait, il y a une sorte de nœud coulant, mais pour moi, c'est le nœud coulant fiscal, en fait. C'est-à-dire que plus on tue la croissance et plus on tue nos capacités à créer de la valeur parce qu'on doit redistribuer, plus on est obligé d'augmenter les impôts qui tuent la croissance pour avoir les mêmes niveaux de redistribution. Ça va forcément très mal se terminer à un moment donné. Bon, l'objectif de ce budget, c'est rétablir les comptes publics. C'est l'objectif premier quand même, diminuer un peu le déficit. Mais c'est pour ça que attendre une ossature construite avec une vision de ce budget, il ne faut pas rêver. Je veux dire, c'est la représentation nationale actuelle à l'Assemblée nationale et il n'y a pas le moindre raccord possible sur la vision économique de court, moyen et long terme. Donc voilà. Donc on parle de budget Frankenstein. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt presque un Frankenstein ou un Rubik's Cube où les choses changent, on ne sait pas, les facettes, les couleurs. Réussi, on va trouver plusieurs qualificatifs. Alors ça, c'est pas très rassurant. On a tous réussi à faire une, voire 2 faces. Mais voilà, 2 faces, c'est le maximum. Là, les 6, vous voyez, vous imaginez. Non, le truc est vraiment là-dessus. Et non, n'oublions pas, c'est qu'en plus, ce budget, il n'est pas aussi comme les autres parce que on a besoin de redresser les comptes publics de façon marquée. Oui. C'est pas, si on était dans une situation où on avait un éclatement politique, mais qu'en gros, grosso modo, on était en dessous des 3% de déficit public,
bon, on essaierait de voter. On aurait un peu plus de marge de manœuvre, c'est sûr. Voilà. Là, le problème, c'est que vous êtes engagé à revenir à moins de 3% d'ici 2029 de déficit public. Donc ça veut dire que structurellement, il faut trouver 100 milliards. Bon, 100 milliards, quand vous êtes dans cette situation-là, avec une telle crise politique, c'est extrêmement embêtant. Et donc, ça fait pas bon ménage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision. Donc, en fait, vous empilez des trucs. Il n'y a aucune vision, mais je reviens à mon propos de départ, qui est quand même qu'on a trouvé... Alors, est-ce qu'il est durable, soutenable, pérenne ou pas? Mais un axe qui va de Renaissance au Parti socialiste pour la première fois. Les communistes et les écolos se sont abstenus sur le texte, tout comme DDR, ex-LR. Donc on a peut-être quelque chose qui peut tenir là, avec plutôt un budget de gauche. C'est un budget Frankenstein avec un attelage Frankenstein. C'est-à-dire que c'est presque... de centre-gauche, ça paraît pas... non, mais je rebondis sur ce que dit Mathieu, et évidemment, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut aussi qu'on fasse un peu notre mea culpa collectif, nous, et ça, parce que ce qui ne va pas à l'Assemblée nationale et ce qui ne va pas globalement dans ces débats politiques depuis plusieurs semaines, c'est que en gros, les paramètres économiques sont inaudibles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire là, collectivement, que ce soit au travers des économistes, du patronat, des entrepreneurs et autres. C'est-à-dire qu'on est dans une vision quand même de la gestion de la dette, ce qui est important, mais ce qui n'est pas une fin en soi. Il y a de la bonne dette, il y a de la mauvaise dette, il y a des impulsions et tout ça. Et c'est vrai que la curiosité, c'est que ce débat qui est né, on va dire, essentiellement depuis le 15 juillet, on va dire, avec le discours de François Bayrou, on a un peu pris au piège dans quelque chose qui est très technique, sur lequel, que ce soit en matière d'innovation, d'industrie, de relance de l'économie, d'investissement dans les entreprises et tout ça, alors là, mais on n'en parle plus. C'est terminé. C'est-à-dire qu'on est en train, quand même, jour après jour, de commenter des mesures à 50 millions, à 2 millions, à 3 milliards, et tout ça, avec... Et puis qui change en permanence. On empile des assiettes, très sincèrement. L'avenir est à très court terme. Et vous avez raison, c'est-à-dire que, normalement, un budget, c'est un non-événement. En clair, franchement, c'est même journalistiquement, c'est quelque chose qu'on contourne tellement c'est pénible. Honnêtement, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on se retrouve... Le budgétaire que je suis, qui les a suivis pendant plus de 15 ans, s'inscrit en faux contre ces allégations. Le budget, c'est passionnant et tout le monde devrait s'y intéresser. Je suis d'accord que c'est passionnant, mais on en parlait par rapport à des choix, des orientations politiques. Là, on est amené à parler de petites décisions, de serrage de vis, de choix de 20 watts d'ampoule, des choses comme ça. Franchement, même le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a expliqué que ça ne l'intéressait plus et qu'il n'écoutait plus les débats budgétaires. C'est dire si on est allé un peu trop loin. Allez, il faut